Cette semaine, à la stupeur générale, l'écologiste Kaïm Nissim a reconnu être l'auteur d'un tir de roquette contre la centrale nucléaire de Creys-Malville en 1982. Depuis 20 ans, cet attentat était demeuré mystérieux. Aujourd'hui, Kaïm Nissim s'en explique. Séquence RSVP. Kaïm Nissim, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez avoué durant la semaine que c'est vous qui aviez tiré des roquettes contre Creys-Malville en 82. On a lu aujourd'hui dans le journal Le Matin que c'était pas vous, qu'au fond vous protégez quelqu'un. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? C'est vous ou c'est pas vous? C'est moi. C'est vous et vous tout seul? C'est moi et moi tout seul. Alors, on en prend acte, je veux dire. Depuis que vous avez annoncé ça durant la semaine, on a vu beaucoup de réactions. On a vu les travailleurs du nucléaire français qui disent « Ah, on va porter plainte ». On a vu le président du Parti des Verts qui dit que vous êtes un sombre crétin. Comment vous vivez ça? C'est le président du Parti des Verts. C'est Patrice Mulny qui a dit que vous étiez un sombre crétin. Il n'est pas président. La présidente, c'est Sylvia Leuenberger. Le coprésident du Parti suisse. Voilà, tout à fait. Comment vous réagissez à ces critiques? Moi, ce qui m'est arrivé depuis 4-5 jours, depuis que j'ai annoncé ça, c'est que j'étais très frappé de voir le nombre de... Bon, il m'est arrivé du bon et du moins bon. Je vais vous dire d'abord le bon. C'est tous les messages de félicitations que j'ai reçus. Ça m'a assez fortement bouleversé, j'aurais jamais cru. Et puis les deux choses qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus fait souffrir, c'est la peur que j'ai malheureusement causée à ma femme et les soucis que j'ai causés à ma meilleure amie. Justement, je vous parlais avant de la présidente genevoise, donc Sylvia Leuenberger. Quand vous dites des messages de félicitations, ils viennent de qui? De toutes sortes de gens. J'étais vraiment surpris, y compris des gens que je connais pas. Dans la petite République genevoise, on laisse entendre, peut-être vous allez nous éclairer, que dans ces actions, même si vous étiez seul, il y avait aussi des gens, des Verts qui aujourd'hui sont en place, sont dans les institutions. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est juste une tempête dans un verre d'eau, toutes sortes de suppositions, toutes sortes de détournements, de petits bouts de paroles. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Pourtant, depuis l'autre jour, on sent les Verts à Genève très nerveux, très tendus par les révélations que vous avez faites. C'est normal, ils sont un parti institutionnel, ils doivent défendre leur boulot de parti et je suis absolument désolé du fait que je leur pose un cas de conscience. Mais toujours est-il que pour moi, il fallait que je le dise. Je ne pouvais pas rester avec ce secret. J'avais besoin que ça soit dit, que ça soit débattu, que ça soit déballé. On va en reparler, mais donc vous confirmez, c'était vous seul et il n'y a pas d'autres écologistes en place à Genève qui vous ont donné un coup de main? C'était moi seul. Au bord du Rhône, il y avait une dizaine de copains autour de moi qui ne sont pas des écologistes genevois. D'accord, écoutez, on va reparler de tout ça, mais tout d'abord, je vous propose un bref rappel des faits en images. Kaïm Nissim est un homme à deux visages et son destin est à tout jamais marqué par le projet aujourd'hui abandonné du surgénérateur nucléaire de Creys-Malville. Chez Kaïm Nissim, il y a d'abord le personnage public, connu pour avoir fondé à Genève le Parti des Verts aux côtés de Laurent Rebaud, l'homme au sabot, devenu conseiller national, et de Robert Kramer, aujourd'hui conseiller d'État. Cet informaticien né en Israël est également connu pour avoir été de toutes les manifs antinucléaires genevoises. Pendant 14 ans, il a même été un élu du peuple siégeant au Grand Conseil. Mais on le connaît avant tout comme poète de l'écologie. Moi, je fais partie des poètes anarchisants. Je suis un écolo, évidemment. J'aime bien la non-violence. À ses heures perdues, c'est aussi un défenseur du cannabis. Moi, j'ai commencé à fumer à 18 ans, dans un kibbutz en Israël. Et j'ai jamais arrêté depuis. Cette semaine pourtant, Kaïm Nissim a choisi de révéler publiquement un autre visage. Son opposition à Creys-Malville l'a conduit sur la route de l'action violente. Au départ, il y a eu les grandes manifestations contre le projet Super Phénix. En 76, une occupation pacifique du site. Et l'année suivante, un affrontement avec les CRS. Malville, c'était un camp retranché. Et on a perdu cette guerre. Et ça nous a brisés. Alors, avec quelques amis, il passe à l'action clandestine. Coupure de courant, sabotage de pylônes et enfin, en 82, le tir au bazooka de 5 roquettes contre la centrale pour en retarder la construction. 2 pénétreront sous le dôme et manqueront d'un rien, une pièce vitale. Pour se procurer les armes, Kaïm Nissim et ses amis sont entrés en contact avec les réseaux du groupe Carlos, le terroriste le plus recherché de la planète. En 1994, Carla Del Ponte, procureure de la Confédération, arrête certains amis de Kaïm Nissim.
Elle soupçonne Olivier de Marcellus, qui vient d'ailleurs de reconnaître avoir joué un rôle, mais elle n'arrive pas à prouver leur lien avec Carlos. On croyait alors l'affaire terminée. 20 ans après les faits, elle rebondit, Caïm Nissim, convaincu qu'il y a prescription, rompt le silence. Son histoire est dans ce manuscrit qu'il aimerait bien voir publié afin de réconcilier les deux visages de son action antinucléaire. Voilà, Caïm Nissim, les faits dont on parle, le tir à la roquette contre Crémalville, c'était en 82. Vous avez avoué ça il y a quelques jours. Comment est-ce qu'on vit 20 ans, 21 ans avec un tel secret? Difficilement. Et il fallait que ça se sache, il fallait que je le dise, il fallait que mes copains le sachent et qu'on en discute tous ensemble. Mais pourquoi Je suis maintenant? contente. Pourquoi maintenant? Parce que ça pouvait simplement... en fait, c'est un concours de circonstances. Il y a un journaliste du matin qui est venu chez moi me poser des questions sur quelque chose que j'avais fait moi, comme si c'était quelque chose que quelqu'un d'autre avait fait. Et puis je ne pouvais plus résister, je lui ai donné la disquette. Mon manuscrit était prêt. Voilà pourquoi maintenant. Est-ce que pendant ces 20 ans, vous avez eu la tentation à plusieurs reprises de rompre le silence, de le dire? Oui, oui. Ça fait 4 ans que je préparais un manuscrit que je voulais publier d'une façon anonyme parce que j'avais besoin justement que ça soit débattu. J'avais pas forcément besoin que moi je sois au milieu de ça, mais j'avais besoin qu'on discute de la question. Et pourquoi? Parce qu'elle vous posait des problèmes d'unité de la personne? Vous n'étiez pas en paix avec vous-même? D'une part, c'est juste, et puis d'autre part, parce que j'avais un problème moral que j'aimerais justement vous poser maintenant, si vous voulez bien. Imaginez, je peux y aller maintenant? Bien sûr, bien sûr. Imaginez que, je sais que c'est très difficile pour les gens qui ne sont pas physiciens, mais imaginez une centrale en face de vous. Vous êtes au bord du Rhône. La centrale en face de vous, c'est un monstre. Elle contient enfin, elle va contenir, parce qu'à ce moment-là, elle est encore en chantier, mais enfin, elle va contenir, parce que tout le monde, les plans le disent, elle va contenir 5 tonnes de plutonium. 5 tonnes de plutonium dans un cœur qui fait 3 mètres sur 3 mètres. Il faut que vous compreniez qu'avec 6 kilos de plutonium, avec ça de plutonium, vous faites une bombe atomique. Le plutonium qui était contenu là-dedans, il devait augmenter, c'était un surgénérateur, c'est-à-dire il devait produire plus de plutonium qu'il n'en consommerait et produire encore des bombes atomiques supplémentaires alors que les Français étouffaient déjà de trop de bombes atomiques dont chacune pouvait à peu près réduire la France à néant. Vous êtes en train de dire que c'était un tel monstre qu'il vous fallait agir? J'étais en train de dire, c'est ça. Maintenant, vous êtes en face de cette centrale. C'est un monstre, à votre avis, évidemment. Hein. Et puis vous êtes en face avec un bazooka et vous vous dites, il faut que j'atteigne une pièce vitale. J'ai pris toutes les précautions pour que personne en face, qu'il n'y ait personne dans la centrale au moment où je tirerai. Je fais le maximum de ce que je peux pour faire attention, pour justement que personne ne soit blessé, mais il faut que je fasse quelque chose. Alors on va parler de la violence, de la non-violence. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même, on parlait du secret de ces années, j'aimerais quand même vous faire entendre une interview de vous qui était faite en 1994. À l'époque où la procureure Carla Del Ponte a arrêté certains de vos amis. Et écoutez, je trouve que c'est assez intéressant, c'est Philippe Mota à l'époque qui vous avait interrogé. Est-ce qu'il est concevable, selon vous, que ces gens aient été en contact avec des réseaux de terroristes, Carlos ou autres, qui, eux, s'attaquaient à des cibles humaines? Bon, je ne peux pas le savoir, mais il est possible que, uniquement pour obtenir le matériel, il y ait eu un contact. Parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas dans un supermarché un lance-roquette. Mais ce soir, est-ce que ça vous surprendrait si, en fait, les accusations qui sont portées contre eux se vérifient? Non, je les embrasserai quand ils sortiront de tôle. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est des héros. Alors en 94, vous dites pour moi c'est des héros, donc on parle des gens que Carla Del Ponte avait arrêtés. Ça veut dire que pour vous, le héros, c'est vous. Le héros, c'est... Les héros, c'est la bande de gens qui ont fait ça. Moi, Oui, je continue à penser que d'une certaine manière, même si c'est discutable, et même la raison pour laquelle j'ai écrit ce manuscrit, c'est justement parce que je veux en discuter. Je ne suis pas sûr d'avoir été un héros. Je suis en tout cas pas sûr d'avoir été un... Comment vous avez dit avant, le président des Verts, il a dit... Vous étiez un sombre crétin. Ben voilà, je suis sûr ni de l'un ni de l'autre. J'aimerais justement qu'on en discute tous ensemble. Mais tout de même, on parle de héros, mais vous n'avez pas de regrets. Vous pensez que la cause était juste. De toute façon, sur la cause, il n'y a pas de problème pour vous. Non, à mon avis, il n'y en a pas. C'est peut-être sur les moyens qu'il y a des problèmes. Alors, les moyens. Il y a le moyen violent. On vous a dit vous êtes apôtre de la non-violence. Là, vous employez un bazooka. Non-violence et bazooka, ça ne va pas tellement ensemble. Vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Et c'est un vrai problème, et c'est un problème philosophique que justement j'entends poser à travers la publication de mon manuscrit. Parce que d'un côté, il faut vous imaginer justement ce monstre dont je vous parlais avant, 5 tonnes de plutonium concentré,
est-ce que ce n'est pas eux qui sont irresponsables, les gens qui ont conçu cette centrale? La meilleure preuve qu'ils sont irresponsables, c'est qu'entre-temps, il y a eu 10 pannes, 20 pannes, et que la dernière panne était si grave que pour finir, la direction de sûreté nucléaire, le gouvernement français a décidé de fermer la centrale. Donc ça prouve bien qu'elle était dangereuse. On a failli perdre la moitié de la France le jour où il y avait cette fissure dans le barillet, où le sodium commençait à couler. Ce sodium aurait pu prendre feu. Mais tout de même, quand on revient à l'acte en lui-même, il y a toujours cette question de la fin et des moyens. Est-ce que la fin justifie les moyens? Vous allez quand même prendre contact avec Carlos. C'est pas quelqu'un de recommandable. Non, c'est pas quelqu'un de recommandable. Et c'est un vrai dilemme, et c'est un vrai doute. Et je suis absolument pas sûr qu'on a bien fait. Toujours est-il que laisser construire cette centrale, c'était aussi un vrai dilemme et un vrai doute. Et je sais pas ce qui est juste. Alors, on a réussi à obtenir ce tube qu'on cherchait depuis des années et des années, sans contrepartie, parce qu'on voulait leur rendre aucun service. C'est une autre garantie. Mais c'est vrai qu'on est peut-être des fous, je suis d'accord. Alors, vous discutez, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, vous êtes quand même en train de dire que vous n'avez pas de regrets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le referiez? Aujourd'hui, évidemment, je sais que c'est pas... D'abord, ça n'a pas marché. Donc, ça ne servait à rien de le faire. Parce que, effectivement, le missile qui est passé le plus près est passé à 1 mètre. D'autre part, je sais qu'il y a eu toutes ces séries de pannes et qu'il y a eu tous les recours de l'État de Genève, de la ville de Genève, que pour finir, la lutte a été victorieuse. Prenons un autre cas de figure. Je veux dire, parlons plus de Crémalville, mais vous pensez que dans certaines circonstances, la violence de cette façon-là est justifiable? La violence n'est jamais justifiable quand elle touche des gens. Elle peut quelquefois être justifiable dans certaines circonstances bien précises quand ça concerne des choses. Alors on est à la veille, on a parlé tout à l'heure, en parlant de police, on est à la veille du G8 et de manifestations qu'on annonce immenses. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, en disant « moi j'ai fait cette action violente », est-ce que vous pouvez en même temps dire aux gens ne cassez rien à Genève? Je veux dire, c'est très contradictoire comme discours. Comment vous voulez que les gens... Est-ce qu'ils ne se sentent pas légitimés aujourd'hui à casser en vous entendant? C'est pas contradictoire, je vais vous dire pourquoi. Mais je reconnais que c'est compliqué. Hein. Nous, qui avons connu des terroristes il y a 20 ans, on a pu voir à quel point leur logique, la logique de la haine, la logique de l'exclusion, et puis leur adoration de cette spirale violence-répression. Les terroristes, ce qu'ils voulaient faire, c'était commettre des attentats, avoir une répression, et puis que le peuple, le prolétariat se radicalise. C'est une idée idiote. Et justement parce que j'ai vu ces gens-là, et j'ai vu à quel point ils étaient dans l'erreur, que je peux dire aujourd'hui aux gens qui vont manifester, vous devez manifester totalement sans aucune violence. Vous pensez qu'ils vont vous entendre? Je pense qu'ils vont m'entendre. Bon, écoutez, ça on va le voir. Peut-être une dernière question qui est ici, mais est-ce qu'aujourd'hui, après quand même cette publication, le fait qu'on vous entend partout, que tout le monde le sait, est-ce que vous vous sentez réconcilié avec vous-même? Je serais peut-être mieux réconcilié avec moi-même quand cette tempête aura cessé, mais je suis content de l'avoir dit, je devais le dire. Il n'y a pas moyen on ne peut pas se taire si longtemps, c'est trop dur. Voilà, écoutez, Camille Nissi, merci d'être venu sur le plateau. Et puis, sur le G8, on verra les prochains jours si vous serez entendu. Merci. Merci. Attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air, là. La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. www.libradio.org. La radio toute feu toute flamme.